et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Forum de la presse politique. Vous êtes sans ignorer que l'actualité de notre pays est dominée par les différentes manœuvres d'atterrissage pour un dialogue inclusif, un dialogue sur lequel le chef de l'État est revenu quand il a pris la parole pour faire l'état de la nation. Dans son discours, il a encore lancé un appel à ceux qui hésitent pour venir rejoindre le camp de ceux qui veulent mettre le dialogue. Et il a dit lui-même que le dialogue, il est dans notre ADN national. Nous sommes donc dans cette phase où nous voulons en savoir plus sur ce qu'il faut faire par rapport au pays, par rapport au dialogue, mais surtout aussi par rapport aux enjeux de l'heure. Pour en parler, Forum de la presse politique a le privilège de recevoir aujourd'hui celui que l'on peut dire qui a les disques durs du dialogue dans notre pays, dans le sens de l'accord cadre d'Addis Abeba, M. François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi du dit accord. Monsieur le coordonnateur, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Vous avez donc accepté d'être avec nous aujourd'hui au Forum de la presse politique pour que vous puissiez nous dire un certain nombre de choses, des informations essentielles. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis donc à ce forum avec José Naouej, éditeur du journal Forum des As, compagnon de longues luttes pour les questions essentielles sur la nation, et Robert Ndaï de la RTNC. Merci donc, chers collègues, d'être là pour que nous puissions discuter avec le coordonnateur. Le président a parlé dans son discours. Je pensais, moi, monsieur le coordonnateur, qu'il allait maintenant dire « enfin nous y voici ». Mais dans un discours d'État à la nation en 2015, le président fait encore appel pour le dialogue. Est-ce que c'est un signe d'échec ou c'est encore cette main tendue? Que dites-vous de cela? Merci. On va donc pouvoir commencer par là. Nous avons suivi, en effet, l'état de la nation tel que dressé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le chapitre, effectivement, sur lequel tout le monde l'attendait, qui correspond aux défis du moment, aux enjeux essentiels du moment, cette question de nous sommes en train d'aller vers des élections, les troisièmes dans notre processus de démocratisation qui est en construction, appelé à s'affermir, à se raffermir, à s'améliorer chaque fois davantage. Mais il se trouve en effet que ce troisième exercice, après 2006 et 2011, indique qu'il y a des défis extrêmement importants qui doivent être levés, pour lesquels nous devons trouver des solutions avant d'y aller. Je note que lorsqu'on a ainsi posé le problème, il faut être précis. Et sinon, on peut chercher toutes les solutions que l'on veut, mais si on est à côté de la véritable, de l'exacte perception du problème, on ne sera pas avancé en avançant donc de thèses qui ne correspondent pas à la réalité. De quoi parlons-nous? D'une manière ramassée, nous sommes allés en 2006 aux élections. Le président de la République lui-même le répète souvent. En dépit des avancées qu'on avait notées en ce moment-là, après les 1+4, il faut tout de même noter que pour retrouver la stabilité au cours de ce premier mandat du président de la République, il a tout de même fallu dégager dès Kinshasa. Les chars sont sortis, le protagoniste, l'adversaire au second tour, a été dégagé de la ville de Kinshasa par les armes. Ce n'est pas rien. En 2006, on se souvient en effet que notre mode d'élection, de notre mode d'élection à 2 tours pour la présidentielle, on est passé à un seul tour, et que les 2 premiers, le président de la République qui a gagné à cette élection, le président Tshisekedi qui en est sorti le deuxième, on est tombé tout de suite dans la contestation. Le deuxième a contesté le premier, et là aussi, le constat est là, c'est que effectivement, de cette contestation
est né ce qu'aujourd'hui on qualifie de crise, c'est-à-dire qu'on est entré dans un processus de recherche de cohésion, de recherche de stabilisation, par ailleurs énervé par l'implication de la dimension internationale, puisque nous avons eu affaire, en 2012 notamment, à une rébellion qui a été instrumentalisée à partir de l'extérieur, toute chose qui nous a conduit, c'est important de le dire, en effet, à cet accord cadre pour la paix et la stabilisation chez nous, mais aussi dans l'ensemble de la région, et c'est donc pas par hasard que parmi les engagements forts qui ont été pris à cette occasion, il y ait eu cette ligne extrêmement importante que nous appelons au mécanisme la ligne numéro 6, qui stipule la nécessité de procéder, de promouvoir la réconciliation nationale, la tolérance et la démocratisation. Nous voici donc, en termes de que faire, là où, très exactement, les protagonistes que j'ai indiqués tout à l'heure, à savoir le président de la République gagnant à l'élection de 2016 à 2011 et le deuxième qui avait contesté, les deux ont choisi la voie du dialogue comme étant la voie, vous l'avez dit, royale, pour pouvoir arriver à définir les conditions dans lesquelles, pour 2016, pour les élections qui viennent, nous ne puissions pas revivre 2006, nous ne puissions pas revivre 2011 et que nous puissions aller vers ce que tout le monde maintenant a l'habitude de qualifier d'un processus électoral apaisé. La feuille de route de l'UDPS est là pour l'indiquer et en ce y compris donc cette dernière intervention du président de la République devant la nation est là aussi pour l'affirmer. Donc voilà un petit peu le contexte qui fait qu'aujourd'hui qu'il en soit nous encore sommes donc appelé au engagés dans ce dialogue. processus. Qu'il en soit encore aujourd'hui à appeler au dialogue, ça signifie qu'il y a encore ce n'est pas évident. Vous venez de définir ici les conditions pour lesquelles le dialogue est une évidence. Mais si le président a fait encore appel pour le dialogue, c'est que ce n'est pas évident pour tout le monde. Pourquoi ce n'est pas évident pour tout le monde? Ce n'est pas évident pour tout le monde, puisque au stade où on en est, que ce soit en termes de l'accord cadre ou des résolutions des Nations Unies subséquentes, que ce soit du point de vue de la volonté politique interne, j'indiquais tout à l'heure la feuille de route de l'UDPS à titre d'exemple, il y a d'autres initiatives des autres opposants qui ont été prises entre-temps, j'indiquais l'expression de cette volonté venant du président de la République lui-même, on voit bien que c'est à quoi nous devons nous employer cette fois-ci, contrairement au passé, c'est non seulement de pouvoir se parler, puisqu'il y a des problèmes objectifs qui sont là, qui sont clairs, et qui postulent d'être résolus avant que nous allions à cette échéance de 2016, mais d'une manière inclusive. Il me semble en effet que depuis à peu près un an maintenant, des initiatives ont été prises, nos services spéciaux ont fait un travail très intéressant pour déblayer le terrain en prenant le contact avec les uns et les autres, non seulement du côté de la majorité, mais également de cette opposition qui est plurielle, en parlant avec tout le monde. Si cela avait pu permettre non seulement d'amener les gens à se parler et d'une manière inclusive, nous ne serions pas là, aujourd'hui, en train de discuter, c'est que ce travail demandait à être parachevé. Je note que le président de la République lui-même est entré en scène de ce point de vue, procédant à son tour et à son niveau à des concertations qui ont effectivement concerné toutes les strates, une fois de plus. Force est de constater que, puisqu'il faut que ça soit inclusif, il semblerait que le travail à la fois des services spéciaux et du président de la République ait porté des résultats. Les résultats sont là, lesquels tout le monde, et je répète, pour que ça soit très clair, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour aller au dialogue. Je note simplement que on peut considérer qu'il y a deux catégories. La première catégorie de ceux qui disent « allons au dialogue », tous les sujets sont des sujets de discussion maintenant sur la table, et ceux qui disent « nous sommes d'accord avec le dialogue, mais à condition que. » Donc, la problématique qui se pose aujourd'hui et pour laquelle le chef de l'État a dû
pour la énième fois, faire appel aux uns et aux autres, consiste à rencontrer ce défi d'inclusivité. Et par quelle modalité pourrions-nous y arriver in fine? C'est que, là aussi, et j'en aurais terminé par rapport donc à cette question que vous avez posée, qui est extrêmement importante, c'est que là aussi je constate que les points de vue se sont beaucoup rapprochés. On dit dialogue, mais en réalité ce dialogue a commencé à distance, d'une manière différenciée. Mais en vérité, qu'on appelle ça pré-dialogue ou des discussions préliminaires, cette affaire-là a permis à ce stade, en ce y compris tous les travaux qui ont été faits en amont, à rapprocher le point de vue. De quelle manière? On se souvient tout de même que, et ce n'est un secret pour personne, la poursuite du président de la République est de considérer qu'au bout de 55 ans d'indépendance, il n'est pas fondé, si les Congolais doivent se parler, à faire appel à une médiation extérieure. On sait aussi que du côté de l'opposition, pour ne prendre que la branche principale, celle qui en constitue la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'UDPS, et en particulier la position du président de ce mouvement, M. Tshisekedi Wamulumba, c'est de dire il n'y aura des dialogues que s'il y a médiation. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a suivi le président de la République. Il l'a indiqué très clairement. On a quitté le terrain de la médiation, on est sur le terrain de plus en plus consensuel de la facilitation. Et que donc il me semble que nous devons simplement, à ce stade, puisque c'est accepté des deux côtés, puisque le secrétaire général a reçu des lettres venant de l'UDPS d'une part, et surtout portant en conséquence, cette fois-ci, venant de M. le Président de la République, pour demander cette facilitation. Il me semble que maintenant, il faut simplement que nous soyons conséquents avec nous-mêmes, que nous puissions exhorter le secrétaire général des Nations Unies à désigner d'une manière formelle ces facilitateurs d'une part, et que d'autre part, que nous puissions laisser à cette facilitation le temps et l'opportunité de pouvoir reprendre contact avec les uns et les autres et de pouvoir fournir un rapport sur base duquel il sera possible de définir le plus petit dénominateur commun qui ferait que les gens qui se parlent à distance aujourd'hui et qui, dans l'ensemble, sont finalement pour ce dialogue, puissent se rencontrer dans une même salle. Donc voilà un petit peu comment il me semble que nous puissions aller de l'avant. Merci, M. François Mwamba. Nous allons alors ouvrir ce questionnement par José Nawej, qui a certainement des questions à poser. Oui, monsieur le coordonnateur, vous parlez souvent du plus petit dénominateur commun, c'est très sympathique comme expression, mais comment dégager ces plus petits dénominateurs communs quand les uns et les autres ont un entendement différent, j'ai presque envie de dire, contrasté de ce dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Et deuxièmement, aussi, ça va dans la même veine, est-ce que finalement il y a un entendement institutionnel du dialogue? Vous avez dit, nous devons savoir de quoi nous parlons. Par dialogue, qu'est-ce que François Mwamba entend par dialogue? Qu'est-ce qu'il met là-dedans? Et qu'est-ce qu'il attend du dialogue? Les éléments objectifs, cher José, merci pour cette question. Les éléments objectifs constitutifs de l'agenda du futur dialogue inclusif sont là. Il s'agit de quoi? Nous avons en perspective, et nous qui sommes là pour faire la promotion de la démocratisation, n'allons pas être ceux qui allons argumenter contre le processus électoral. Nous avons des élections à faire tenir dans notre pays. Cette perspective est devant nous. Nous constatons au jour d'aujourd'hui, d'une manière objective, je ne suis pas qui est responsable, qui a fait quoi, et clairement, allons-nous, toutes choses égales par ailleurs, refaire ce qui s'est fait en 2011? On en a vu. Problème. Allons-nous y aller sans avoir résolu un certain nombre de problèmes dont la responsabilité quant à la mise en œuvre relevait par exemple du gouvernement? C'est vrai. Notre gouvernement avait par exemple depuis 2011 la responsabilité de mettre de côté de fonds chaque année de manière à ce que par exemple aujourd'hui nous ne puissions pas avoir besoin de demander, le chef de l'État parlait de 500 millions sur un total d'1,2 milliard ou de 1,3 milliard. Oui, ça c'est le budget 2016, mais dans le budget 2015,
dans le budget 2014, dans le budget 2013, en 2012, toutes ces années, est-ce que nous avons été assez conséquents en sachant que il y a des échéances qui viennent? Aujourd'hui, force est de constater avec le président de la République que s'il devait y avoir, c'est déjà un défi, de collecter dans ce pays 500 millions, trébuchantes, comme on dit, liquides et trébuchantes. Mais quand bien même ce serait cela, on voit très bien que ça ne suffit pas pour faire ce qu'il faut faire. Donc, qui va trancher? Alors j'entends dire, oui, mais il y a les institutions. Très bien. Mais si ces institutions font partie du problème, qu'est-ce qu'on fait? La CENI est une institution, c'est son rôle. Mais lorsque nous disons, il y a eu cette problématique notamment qui nous vient de 2011, les résultats électoraux ont quand même été publiés par cette CENI et ça a donné lieu à une contestation. Est-ce que dans sa structuration actuelle, dans ce mode de fonctionnement actuel, tout le monde est d'accord pour dire si demain il sort quelque chose des urnes et si cette CENI-là, c'est là, pas une autre, en publier les résultats, nous allons tous dire Amen. Il me semble que si nous devons anticiper sur les contestations qui sont en l'air à venir, nous devons pouvoir. Alors, qui va le faire? Donc, voici donc, sans en rajouter, un certain nombre de défis qui concernent, par ailleurs, la question des fichiers et qui concernent, par ailleurs, la problématique de la sécurisation et tout ça, etc. Tous ces sujets sont des sujets qui doivent pouvoir être mis sur la table et pouvoir être réglés, et nous devons pouvoir simplement nous mettre d'accord sur deux petites choses. Oui. Un, il y avait des gens pour le faire, il y avait des institutions pour le faire, ça n'a pas été fait. Deux, c'est nous-mêmes qui devons, entre Congolais, nous retrouver pour donner des indications à ces institutions-là et encadrer ça de telle manière à ce que les choses qui auraient dû être faites ne l'ont pas été. Ça, c'est l'agenda du futur dialogue, et puisqu'il faut y aller et qu'au départ chacun a un point de vue, admettons que maintenant que nous sommes d'accord pour cette facilitation, le président de la République lui-même, dans son message précédent, pas le dernier, mais l'avant-dernier, a indiqué, oui, à la facilitation, à condition que ça soit au coup par coup, lorsque nous avons par exemple un coup dur. J'observe que nous sommes déjà devant un premier coup dur, parce qu'il y aura un dialogue inclusif ou il n'y aura pas de dialogue. Parce que si c'est pour faire quelque chose qu'on a déjà fait et qui n'a pas apporté des résultats, c'est pas la peine. Donc le premier coup dur, il est là. Oui. Il faut que quelqu'un vienne et nous aide à créer cette inclusivité. Donc voilà un petit peu, Monsieur José, pour rester dans la question que vous avez posée. Avant que José nous restons sur sa question. Oui. Il y a une dimension, je voudrais que vous aviez été avec nous à Sainte-City. Vous avez participé au dialogue entre Congolais qui a abouti à un nouvel ordre dans le pays. Le dialogue pour lequel vous êtes en train aujourd'hui de faire la promotion, est-il dans quel contexte différent de celui de Sainte-City? En quoi est-il différent? Pour que l'on comprenne. Ou c'est peut-être la même chose? Non, c'est pas du tout la même chose. Le défi de Sainte-City, merci de rappeler que nous sommes passés par cet exercice-là, et c'est vrai, c'était la réunification de la République démocratique du Congo qui connaissait une partition de fait. Donc le problème majeur qu'il y avait à résoudre, c'est comment recoller le morceau, et que donc l'initiative de ce pourparlers a été totalement une initiative internationale. C'était déjà les Nations Unies, c'était l'OUA et l'Union africaine et d'autres instances, notamment la SADC, qui avaient été à la manœuvre. Donc ce n'est pas comparable à une situation où nous avons des institutions qui sont en place, qui sont à la fois légales et légitimes. Mais alors, mais oui, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a eu défaillance au niveau institutionnel, que faire? On laisse le chaos s'installer, on en appelle directement à l'arbitrage du peuple, ou est-ce qu'on considère que ce peuple a des représentants, a des structures intermédiaires qui peuvent gérer une telle situation? Il me semble que l'entendement que nous avons les uns et les autres à ce stade, c'est que la classe politique, en y compris donc
dans sa dimension société civile, prenne ses responsabilités. On est quand même là pour quelque chose. Avant d'imaginer que chaque fois qu'il y aura un problème, il faut en appeler à l'arbitrage direct du José, vous revenez avant que... Oui. Le caractère inclusif du dialogue passe nécessairement, vous l'avez dit, par deux axes, ou trois même. L'axe pouvoir UDPS et l'axe pouvoir des autres composantes de l'opposition. Or, depuis un certain temps, vous ne l'ignorez pas, ça ne nous a pas échappé, l'UDPS est sur la même ligne que les autres segments de l'opposition dite radicale. C'est-à-dire, en clair, ils tournent le dos au dialogue. Alors, dans ces conditions, que pensez-vous que le président puisse faire? Par président, j'entends toute la structure dirigeante, pour finalement que sa main tendue ne le soit pas éternellement. Parce que vous avez toutes les déclarations des hommes politiques de l'opposition qui disent non au dialogue. Et la dynamique de l'opposition, qui est une structure importante aussi, elle préfère même la tripartite au dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais... Monsieur José, vous avez parfaitement raison, mais vous êtes dans la perception. Pour des questions à caractère politique, parfois la perception a plus de pertinence que la réalité. La vérité, c'est quoi? La vérité est que lorsqu'on en vient à considérer l'impérieuse nécessité d'aller à l'inclusivité, il nous faut, pour pouvoir expliquer que ça soit audible par rapport à notre propre opinion, et que nous puissions, par ailleurs, lorsque nous débattons, nous mettre d'accord, il faut tout de même que nous puissions choisir un instrument de mesure. Il n'y a que ce qui est mesurable qui puisse s'imposer à l'esprit. Qu'est-ce que le Congolais, ce peuple congolais, pour lequel nous nous battons tous, chacun avec ses moyens et tout ça, etc., a fait en 2011? Si vous prenez le score de M. le Président de la République en 2011, vous additionnez au score du président Tshisekedi de l'UDPS. Vous avez là une expression en termes de suffrage exprimé par notre peuple qui dépasse les 80%. Donc, nous, mécanisme, le coordonnateur que je suis, devant la problématique, ligne numéro 6, promouvoir la réconciliation nationale, vient comme question subsidiaire, il s'agirait de réconcilier qui avec qui. Je note que lorsqu'on parle du président de la République, lorsqu'on parle du président Tshisekedi, on est en train de parler à 80%, à plus de 80% de Congolais. Mais l'inclusivité ne veut pas dire que Monsieur le Président de la République, que Monsieur Tshisekedi. Les 20% qui restent, c'est des Congolais. Ils ont un point de vue. Mais admettons tout de même, parce que je vide là la question de savoir, oui, mais on parle tout le temps de l'UDPS et tout ça, etc., et du Président de la République, que vous aurez beau réunir les 20%, si vous n'avez pas réglé le problème au niveau des 80%, vous n'êtes, en tout cas pas, près de la solution. Cela dit, je note également que s'agissant de qui a rejoint qui, du point de vue de la posture par rapport au fait d'aller au dialogue. Je lisais encore ce matin, cher Willy, Géopolis, et j'ai vu que le porte-parole de l'UDPS, M. Bruno Tshibala, c'est le titre, je crois, en manchette, nous sommes là pour aller au dialogue. Il me semble que, et c'est là que je parlais de perception, il faut faire les distinguos entre les discussions préliminaires au sens de dire à quelles conditions nous accepterions et le fait que j'ai qualifié dès le départ, au moment où j'ai pris la parole, où vous avez bien voulu me passer cette parole, j'ai bien dit que l'excellente nouvelle, c'est que tout le monde veut y aller. Il reste simplement à régler le problème. C'est une révélation. Voilà. Tout le monde veut y aller et il reste maintenant ceux qui ne posent pas des conditions, pas de problème. Ceux qui posent des conditions, comment faire pour les y amener? C'est ce que j'ai appelé le plus petit dénominateur commun. Et qui peut le faire dès lors que les services spéciaux ont fait leur travail,
dès lors que le président de la République lui-même s'est impliqué au niveau de ces consultations, il semblerait qu'aujourd'hui, comme j'indiquais, le point de vue se rapproche vers ce travail. Le coup dur, il est là. Il faut de l'inclusivité, de quelqu'un qui soit extérieur et qui pourrait, en allant voir, en ayant le temps, parce qu'il faudra qu'on lui laisse le temps de faire une fois qu'il sera désigné, repartir chez les uns et chez les autres, tous, pour pouvoir identifier le minimum des choses. Si ces choses étaient faites, tout le monde serait là. Nous avons besoin, pour fixer des règles opposables à nos propres institutions, que ça ne soit pas le fait d'une faction des Congolais ou d'une partie des Congolais. Cette représentativité est essentielle et à notre tour, nous encourageons véritablement, prenant le relais du président de la République, tout le monde à considérer que on est tous Congolais, on n'a qu'un seul pays, que tous les points de vue sont les bienvenus, sont à considérer, mais que cela ne vaut que si nous arrivons à nous parler. Et puisqu'il y a des conditions préalables que posent certains de nos compatriotes, il ne faut pas renvoyer cela par le revers de la main. Nous disons, allons à l'écoute. Il y a certainement dans ces conditions qui sont posées quelque chose à retenir et qui ferait que si tout le monde est écouté et si tout le monde a la volonté d'aller vers une solution en se disant l'essentiel c'est de sauver le Congo, je suis convaincu que ce dialogue va pouvoir se tenir dans le meilleur délai. Le temps passe tellement vite dans cette émission que nous allons prendre Robin Ndaye pour ces questions en vous informant qu'il nous reste malheureusement 20 minutes pour clôturer cette émission, alors que les questions sont importantes. Monsieur le coordonnateur, je prends votre dernière réponse. Tout le monde veut aller au dialogue, mais ce que vous ne dites pas est que, en vous entendant parler, il y a un problème. Il y a un camp qui estime qu'il ne peut pas venir à ces dialogues selon la vision ou selon la version président de la République Joseph Kabila. Mais quel est le vrai problème? Parce que vous avez été dans le pré-dialogue, Biarritz, Venise, vous avez fait des contacts informels. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après avoir pris une option, tout d'un coup, ça change? Le vrai problème se situe à quel niveau? Mais faisons attention, nous qui commentons, en ce y compris, ne pas réduire la pensée, la vision du président de la République à une phrase ou à un petit chapitre qu'on peut objectivement lire, notamment dans son message à la nation. Il faut prendre, me semble-t-il, modestement, ce que j'indique, c'est que lisons, puisque maintenant, désormais, c'est un document écrit, lisons et relisons, mais l'ensemble. Le président de la République, me semble-t-il, s'est exprimé d'une manière qui permette, au moins, dans son propos, de dire trois choses. La première, c'est l'état de la nation au sens économique et social. Il y a à boire et à manger là-dedans. Je puis noter rapidement, par exemple, que l'année passée, le président de la République s'est fait applaudir sur le thème 8% de croissance, c'est bien, mais ce n'est pas inclusif. Il y a eu de tonnerres d'applaudissements. Un an après, en 2015, s'agissant des questions économiques et sociales, où en est-on du point de vue de l'inclusivité nécessaire au niveau de cette croissance dont on note, par ailleurs, il l'a dit, d'une part, la croissance se rétrécit du fait notamment de problèmes des matières premières, et d'autre part, nos problèmes en termes économiques et sociaux, y compris en termes d'infrastructures, se sont aggravés. Il n'y a qu'à regarder cette problématique à l'aune des questions d'électricité et des questions de fourniture en eau potable. Le président de la République est à l'est pour inaugurer un grand central qui va pouvoir fournir de l'électricité. Il y a donc des choses qui se font. Mais enfin, voyez-vous, ça a été un premier tiers, je pense, par rapport à son intervention. Deuxièmement, le président de la République a pris le temps de pouvoir s'exprimer sur
en dehors donc de ces questions à caractère politique et tout ça, etc., sur l'état de la nation en termes sécuritaires et en termes de la paix que nous recherchons et compte tenu des problèmes que nous avons, notamment avec certains de nos voisins par ailleurs. Mais lorsqu'il s'est exprimé sur la question politique au regard des défis de l'heure, j'ai noté tout ce qui me concerne, que le président de la République s'est montré totalement ouvert. On voudrait pouvoir insister sur des propos qui ont créé un certain émoi, est-ce que le président aurait menacé ou pas menacé, mais je note que lorsqu'il dit il faut aller à un dialogue inclusif, je ne vois pas quel est le Congolais qui va pouvoir dire le président de la République a dit des choses polémiques. C'est une nécessité impérieuse et comme je l'ai indiqué, tout le monde veut cela. Deuxièmement, lorsqu'il dit pour pouvoir y aller, il y a un comité préparatoire en construction. Ça veut dire quoi en construction? Ça veut dire que j'y ai mis les miens. Les autres. J'attends les autres. En d'autres termes, l'inclusivité commence par ces comités préparatoires. Il aurait dit, il y a un comité préparatoire, j'ai pris une ordonnance, maintenant, allez, 10 jours après, je demande à ce que tout le monde se mette au travail, on aurait dit, ah, il n'est pas dans la recherche de quelque chose qui puisse permettre d'aller vers les vraies solutions. Il vous dit, c'est en construction. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas placé les gens MP ou les gens du gouvernement là-dedans. Ils y sont. Mais où sont les autres? Cette ouverture est quelque chose qui démontre l'état d'esprit réel du président de la République. Il veut réellement aller à l'inclusivité. Troisièmement, il indique clairement que nous sommes en attente de la désignation du facilitateur par le secrétaire général des Nations Unies. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que pour autant qu'il y ait des acteurs importants, majeurs, qui conditionnent, qui ne sont pas contre le dialogue, mais qui conditionnent leur participation à cet aspect-là de choses, le signal est clair, non seulement le chef de l'État a écrit aux Nations Unies, mais il a rappelé dans la salle, nous attendons. Ça veut dire quoi, nous attendons? Ça veut dire que d'ici là, alors que je peux le faire, alors que je suis le président de la République démocratique du Congo, alors que je suis le chef de l'État, je ne le fais pas. Nous attendons la désignation. Et le travail que cet imminent diplomate va pouvoir faire. Voici la lecture que nous faisons et qui indique très clairement qu'il n'y a pas cette dichotomie, genre les gladiateurs qui veulent s'affronter les uns par rapport aux autres. Prenons les éléments objectifs qui sont constructifs et qui vont dans le bon sens. L'inclusivité est une nécessité. Ceux qui demandent, en termes de préalable, qu'il y ait quelqu'un, un mécanisme préalable pour récolter tout ça, etc., vont pouvoir être satisfaits et donc venir, puisque c'est en train de se faire. Je crois savoir que dans les 48-72 heures qui viennent, M. Djinit a été reçu par le secrétaire général aujourd'hui. Et donc, je pense, où va l'être, on est en décalage horaire. Je pense que dans les heures qui viennent, cette affaire va trouver sa conclusion et donc va pouvoir permettre à ces diplomates qui sera désigné de pouvoir effectivement prendre langue avec les uns et les autres. Donc ne continuons pas à dire les gens ne veulent pas. Non. Tolérance. Et dans l'accord cadre. Voilà, parce que vous essayez de nous... Réconciliation, tolérance, démocratisation veut dire élection. Tolérance, ça veut dire prenons le temps. Même si quelqu'un dit je ne sais pas quoi, il fait... Ayons la patience. Et je vois que le président de la République est sur cette ligne-là. Je l'y encourage. Évidemment, il a encore droit à une question, mais je la pose quand même, c'est l'intermédiaire. Oui. Nous venons d'épuiser la question nationale. Vous avez, et je vous comprends, pour vous, allons au fond des questions, personne n'est contre les dialogues, même certains donnent des préalables. Nous retenons cela. Maintenant, au niveau international, ce dialogue ici est quand même un enfant qui a deux pères. Hein. Il y a aussi un père extérieur. Ce que j'appelle l'accord cadre, qui est quand même signé par l'ensemble de la sous-région, par même les Nations Unies. Quelle est la perception
Quelle est l'attente de la communauté internationale sur ce dialogue-là? Je reviens donc à la question que José tout à l'heure a posée. Vous êtes quand même avec eux tout le temps et vous êtes même l'œil du gouvernement dans cette structure-là. Très rapidement, pour qu'il ait le temps de poser sa dernière question. Sa dernière question, oui. Non, mais très rapidement, chers frères, chères sœurs, et qui nous écoutez, l'accord cadre comporte d'abord ce qu'on appelle les engagements nationaux. Moi, je ne vois pas de contradiction entre accord cadre, instrument international, et ce dont nous parlons au sujet du dialogue. Promouvoir la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation, c'est un engagement national. En d'autres termes, nous sommes dans une matière qui nous concerne par rapport auquel c'est nous qui avons dit aux autres. Nous comprenons très bien les défis qui se présentent et s'agissant de la stabilisation de notre pays, nous prenons, nous, devant vous, mais c'est nous qui prenons cet engagement de pouvoir créer les conditions d'une réconciliation, d'une tolérance et tout ça qui puisse permettre quoi? Que 2016, par exemple, soit différent de 2006 et soit différent, toutes choses égales par ailleurs, de 2011. C'est national. Maintenant, les résolutions subséquentes, 2098, 2147, il y en a une troisième, ne sont rien d'autre. Ce n'est pas des injonctions. C'est pas, ça sera comme ça et pas autrement. La lecture que nous en faisons, lorsqu'on nous dit il faut aller vers un dialogue, c'est là où le terme dialogue apparaît, inclusif et tout ça, etc., c'est des encouragements. Mais quelle est la cause de ces encouragements, nom de Dieu? De deux choses l'une, vous prenez un engagement, vous le faites, qui va vous encourager à faire quelque chose qui est fait? Mais lorsque vous ne le faites pas, et que d'autres, notamment à l'international, ont intérêt à ce que, malgré tout, ça s'efface, c'est la faute à qui? On ne va pas, nous, Congolais, commencer constamment à nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous avons pris des engagements et c'est cela que nous faisons comme travail au mécanisme, c'est de rappeler, ce n'est pas le mécanisme qui fait, mais tous ceux qui doivent poser des actes allant dans le sens de la réalisation des engagements, nous sommes là pour créer, pour être catalyseurs, pour rappeler, il faut le faire, dans notre propre intérêt. Donc ça reste national. Et que donc, aujourd'hui, troisième et dernier aspect sur cette question, nonobstant ces engagements nationaux, nonobstant les résolutions, mais qu'avons-nous posé nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre? Qui a écrit au secrétaire général des Nations Unies? Le président Tshisekedi. Et tout dernièrement, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, attendez, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Lorsque vous écrivez pour demander, en cas de coup dur et tout ça, etc., nous aurions besoin de quelqu'un pour... attendez, où est la faute à l'international? C'est nous-mêmes, ce sont nos propres actes. Et ce que nous disons ici, simplement, soyons conséquents. Nous avons pris des engagements. Merci. Les résolutions nous y encouragent. Nous venons d'écrire pour demander qu'il y ait quelqu'un pour essayer de nous aider à aller plus vite et d'une manière plus consensuelle, que cette personne soit désignée le plus rapidement possible et qu'on donne la possibilité à cette personne de faire ce travail-là que nous avons nous-mêmes demandé. Et il me semble que si nous allons dans ce sens, ce dialogue va se tenir même avant la fin de l'année. Alors, Robert pose la question, José pose la deuxième question, comme ça vous ramassez des réponses. D'accord. Parce que nous devons absolument... D'accord. Bien, je crois que Willy a presque vidé le sens de ma question, mais je vais quand même demander, parce que l'opinion nous regarde, la nation congolaise nous regarde, l'accord cadre d'Addis Abeba, les engagements pris, l'évaluation, où en est-on exactement? Parce que les dossiers M23 perdurent toujours. Merci José. José nous pose la deuxième question. Oui, la dernière alors, parce que il y a quand même un échéancier, nous ne devons pas vivre, parler comme si nous avons tout le temps devant nous. J'ai presque envie de dire, vous ne me contredirez sans doute pas, que le temps n'est plus notre allié. Alors, les choses congolaises étant ce qu'elles sont, vous avez été de toutes les négociations depuis, disons, Sun City, mais est-ce que vous pensez que dans le temps qui nous reste, je veux dire pour la législature, la mandature,
par rapport à l'échéance novembre 2016, est-ce que nous pouvons à la fois tenir le dialogue, obtenir un accord pour une gestion consensuelle de la suite et faire les élections dans les délais? Alors, ce sont là les matières. Je commence par cet aspect qui concerne encore les dialogues. Je viendrai au M23 sans doute pour terminer. On est là dans l'agenda. Vous comprendrez que le coordonnateur de l'exécutif du MLS n'est pas là pour entrer dans la matière comme prendre position. Nous encourageons les uns et les autres, ceux qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, par exemple, ceux qui ne veulent pas qu'on touche au calendrier, par exemple, ceux qui pensent qu'on peut regrouper tout ça, etc., par exemple, ceux qui pensent qu'il faut commencer par tel et non pas par tel autre, ceux qui pensent que, quoi qu'il arrive, il nous faudra du temps pour pouvoir aller à des élections aux standards internationaux, il y en a. Notre propos à nous, c'est de dire, chers citoyens et citoyennes, chers compatriotes, de tout ça, parlons-en, mettons ça sur la table et qu'il en sorte un consensus, le seul qui puisse permettre effectivement de pouvoir planifier les choses, si elles rentrent dans ce qui reste comme temps, qui n'est plus notre allié. Je suis d'accord avec José Naouej sur cet aspect-là de choses. Tant mieux, si ça doit bouger, dans quelle mesure ça doit bouger et pourquoi, et que cela sorte d'un consensus qui deviendrait, je le répète, parce que j'ai entendu des choses de ce côté-là aussi, si la classe politique, appuyée, accompagnée par la société civile dans ce pays, d'une manière inclusive, c'est-à-dire suffisamment représentative, prend des positions sur ces questions essentielles, j'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Ce sera opposable aux institutions et ça sera opposable à nos partenaires extérieurs qui ne sont pas là pour nous dire ce qui est bon pour nous. Encore faut-il que nous-mêmes nous soyons en mesure de pouvoir définir d'une manière consensuelle qu'est-ce qui est bon pour le Congo, qu'est-ce qui est bon pour les Congolais. Maintenant, l'ensemble des engagements pris, il y en a 6. La sécurité, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, cette question de décentralisation, les questions économiques et financières, la question de réformes institutionnelles et donc finalement, ce que j'indiquais tout à l'heure, la nécessité de faire la promotion de la réconciliation nationale. Sur toutes ces questions, j'ai toujours dit la même chose. Et je le répète, ce sera sans doute le mot de la fin. Pour faire, c'est important. Nous n'avons pas besoin de regarder ce que les autres signataires font ou ne font pas. Ces engagements, nous les avons pris d'abord pour nous-mêmes. Donc, nous encourageons, nous exhortons, nous accompagnons au sens de quand il y a des difficultés que nous pouvons résoudre, aider de le faire. Par exemple, lorsque notre Parlement ne met pas assez d'argent pour la réforme, pour les réformes dans l'armée, dans notre budget, le mécanisme prend son téléphone, le coordonnateur prend ce téléphone, appelle qui de droit, notamment au niveau des commissions, les responsables des commissions ECOFIN, à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas vouloir tout et faire le contraire. Nous ne pouvons pas dire nous avons besoin d'une armée solide, nationale, opérationnelle, qui puisse nous permettre à la limite aussi de résoudre les problèmes de nos voisins, comme c'est le cas en ce qui concerne Centrafrique, et ne pas y mettre de l'argent. Voyez-vous, ce n'est pas nous qui faisons les réformes de l'armée, mais lorsque nous identifions un problème susceptible de compromettre la mise en œuvre de ça, nous les disons. Donc ça, c'est le travail que nous faisons, et ça nous permet de dire quoi? Il y a des avancées, il y a des choses qui se font. Nous devons pouvoir maintenant amplifier cela dans tous les secteurs que j'ai indiqués, et aujourd'hui, la priorité tout de même, c'est cette question de réconciliation nationale. On réconcilie qui avec qui? Comment? Le mode opératoire consensuel maintenant, c'est ce dialogue inclusif. Faisons en sorte que ce dialogue soit réellement inclusif. Et donc, prenons le temps qu'il faut. L'État n'est plus notre allié dont acte.
Mais il y a un minimum de temps nécessaire pour que le futur facilitateur qui vient, puisque c'est la volonté désormais de tout le monde, et que nous sommes dans un coup dur, l'inclusivité ce n'est pas un détail, puisse faire son travail et nous amener à créer ces conditions où les Congolais vont se parler de tout. Il ne devrait pas y avoir de sujets tabous, et ainsi de sortir avec un consensus qui serait opposable à nos institutions et à nos partenaires. Nous allons terminer cette émission. Nous l'avons terminée d'ailleurs parce que vous avez tout dit, et si j'ai bien compris, vous restez optimiste malgré les difficultés, vous restez ouvert à l'année 2016. En ce qui concerne votre perception, ce n'est pas une année dangereuse. C'est une année dangereuse, mais comme en toute matière, et ici il s'agit de la vie et de l'avenir d'une nation, il faut se fixer des objectifs, il faut identifier les défis. Je pense qu'on parle souvent dialogue, y compris nous-mêmes, mais où voulons-nous réellement aller, que voulons-nous faire? Nous pensons qu'il nous faut réaliser ce que nous appelons les 3 Z. Pour nous, aller aux élections, le moment venu, c'est avec 0 mort, qu'il n'y ait pas un seul Congolais. Oh, la mort, c'est la fête de Dieu, et nous lui rendons grâce, mais pas à cause des élections. 0 exilé, Z comme 0 exilé, ce qui signifie que ces élections qui viennent ne devraient pas donner lieu à l'exode des Congolais au sens des gens qui fuient leur propre pays. Nous pouvons y arriver et nous disons aussi Z comme 0 présence dans la diaspora. Quand est-ce que finalement, dans ce pays, nous allons créer les conditions à partir desquelles nos enfants, nos frères, nos sœurs, et parfois nos parents, qui sont déjà du 3e âge, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Créer les conditions à partir desquelles chacun, parce que nous aimons tous notre pays, peut dire, ça suffit comme ça, je rentre, c'est dans mon pays, et quoi qu'il arrive, c'est là-bas que ça se passe. Merci. Si nous faisons des élections qui remplissent ces conditions de 3Z, 0 mort, 0 exilé et 0 diaspora, je pense que nous aurons répondu non seulement aux aspirations de notre peuple, mais en tant que génération, nous aurons fait notre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. François Mamba, coordonnateur. Merci, José Nawège et Robert Ndaï, pour avoir été à Forum de la presse politique. Ça a été ardu, mais nous y sommes arrivés à la compréhension de ces dossiers et nous reprenons le mot de notre invité. 0 mort pour les élections. Il faudrait absolument que personne ne meure parce qu'il y a eu élection. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui prennent bagages, maison et traversent le fleuve parce qu'il y a eu élection. Il ne faudrait pas que nos frères qui sont coincés, presque coincés, n'aient pas la possibilité de rentrer chez eux parce qu'ils ne peuvent pas à cause des élections. Nous l'avons compris et nous vous remercions pour cela. C'est donc la fin du forum et vous suivrez cette émission sur les chaînes partenaires. Vous la suivrez, vous la resuivrez parce que nous supposons qu'elle a été parmi les bonnes pour cette année, qui est quand même une année difficile, qui n'est pas la plus dangereuse. Au revoir et à la prochaine.